Il existe une image de John Cusack que le monde a choisie depuis longtemps et qu'il a passé près de 30 ans à refuser discrètement d'incarner. Vous connaissez l'image d'un jeune homme sur un parking avant l'aube tenant un ghetto blaster au-dessus de sa tête et diffusant du Peter Gabriel à la fenêtre de la fille qu'il aime. Aucun plan B, juste la conviction que la sincérité, si elle durait assez longtemps, suffirait. Cette image de 1989 lui est restée collée à la peau, comme peu de choses qui collent à la peau d'un acteur. Et puis il y a cette autre image, celle dont on parle moins, mais que ceux qui connaissent son travail gardent en mémoire avec la même clarté. Un tueur à gages en costume sombre à ses retrouvailles de lycée, 10 ans après, commandant un verre au bar, réalisant avec une horreur contenue qu'il est devenu quelqu'un qu'il ne parvient pas à identifier. Celle-ci date de 1997. Même visage, un homme complètement différent. Et la distance entre ces deux personnages, entre Lloyd Dobler et Martin Blanc, recèle une question à laquelle John Cusack répond lentement et sans s'excuser depuis. Il a 60 ans maintenant. Il a quitté Hollywood, vendu sa maison et est retourné vivre à Chicago. Et ce qu'il a dit en partant, ce sont des choses qu'on ne dit que lorsqu'on a cessé de calculer le prix à payer. John Paul Cusack est né le 28 juin 1966 à Evanston, dans l'Illinois. Il était le benjamin d'une famille entièrement dédiée à la création. Son père, Dick Cusack, avait passé 17 ans à remporter des prix Clio dans la publicité avant de tout quitter en 1970 pour devenir cinéaste et dramaturge. L'explication de la famille était simple et sans détour. Il disait « Qui se soucie de savoir si vous vous brossez les dents avec Colgate ou Palmolive? Il y a des problèmes bien plus importants. » C'était la philosophie de Dick Cusack. La vie était trop courte pour la gaspiller à faire des choses futiles. Il a reçu des prix pour un documentaire sur le droit à l'avortement en 1971. Il a écrit des pièces de théâtre. Il a joué dans des films. À Evanston, il avait créé un foyer où à table les conversations ne portaient jamais sur la sécurité, la stabilité ou la raison. Elles portaient sur l'art, la politique et le devoir de donner un sens à sa vie. Les 5 enfants Cusack sont tous devenus acteurs non pas sous la pression de leurs parents, mais parce qu'ils ont grandi dans une famille où créer était une évidence. À 12 ans, John apparaissait déjà dans des publicités, faisait des voix off et jouait dans des spots radio. À 17 ans, il faisait ses débuts au cinéma dans le film Economist Class, aux côtés de Rob Lowe et Andrew McCarthy. Il fréquenta brièvement l'Université de New York, mais abandonna ses études au bout d'1 an, car son projet professionnel ne nécessitait pas de diplôme. Il fallait oser entrer dans les pièces et être honnête. Son père le lui avait déjà appris. Ce que Dick Cusack lui a également enseigné, et qui allait devenir la leçon la plus importante de toute la carrière de John, c'est que soit on est maître de son travail, soit il nous maîtrise. Dick avait quitté la publicité à 45 ans, car il avait réalisé qu'il avait passé 17 ans à créer des choses pour les besoins des autres. Il n'allait pas passer 17 ans de plus à faire la même chose. John Cusack a assimilé cette leçon instinctivement. Il est devenu acteur, mais il a toujours été, sous son jeu d'acteur, un cinéaste. Quelqu'un qui voulait tout contrôler, le scénario, le personnage, le ton, l'univers dans lequel l'histoire se déroulait. Cet instinct allait faire de lui l'une des forces créatives les plus intéressantes des années 1990. Cela finirait aussi par le rendre impossible à exploiter pour Hollywood. Ses premiers rôles empreints d'authenticité mettaient en scène des personnages qui ne correspondaient pas à l'image du jeune homme romantique, un peu geek, trop sensible aux autres et trop pauvre, mais qui persévérait malgré tout. On peut citer Better Off Dead en 1985, One Crazy Summer en 1986, The Sure Thing et un petit rôle mais significatif dans Stand By Me. Ce n'étaient pas des prestations lisses et conventionnelles. Elles étaient authentiques. Et c'est cette authenticité, cette impression de voir une personne réelle plutôt qu'un personnage construit,
qui a permis au public de lui faire confiance contrairement aux acteurs plus conventionnels et glamour. Puis, 1989. Lloyd Dobler et le boombox. L'erreur que font beaucoup de gens aujourd'hui, en revoyant cette scène, c'est de la percevoir comme romantique. Ce n'est pas exactement ça. C'est du désespoir. C'est un jeune homme à bout de ressources debout dans un parking, plongé dans l'obscurité, faisant la seule chose qui lui vienne à l'esprit, faute d'alternative, et qui refuse de s'arrêter. Lloyd Dobler n'était pas un modèle à suivre. Il était reconnaissable entre mille. On ne le regardait pas en se disant « Je veux être comme lui ». Vous le regardiez et pensiez « C'est moi ». Il incarnait l'angoisse existentielle. La peur de dire une bêtise, l'espoir que la sincérité suffise, l'absence totale de plan B. Pour toute une génération en proie à ses propres incertitudes, Lloyd Dobler n'était pas un personnage. Il était un miroir. High Fidelity, sorti l'année suivante, fut son apogée. Il avait adoré le roman de Nick Hornby et avait convaincu Stephen Frears de le réaliser. Il a transposé l'histoire de Londres à Chicago sans Chicago. Les disquaires de son enfance, les copains qu'il avait connu cette atmosphère si particulière d'insécurité masculine et d'obsession musicale qu'il avait vécue sans la moindre nuance. Rob Gordon, le disquaire, qui fait des listes de ses 5 albums préférés pour éviter d'affronter son immaturité émotionnelle, était incarné par Cusack dans une version un peu plus âgée et un peu plus tourmentée de Lloyd Dobler. Il a brisé le 4e mur. Il s'est adressé directement à la caméra. Il a narré son propre mal-être avec une conscience de soi à la fois drôle et triste, car elle sait exactement ce qu'elle est. « Étudiais-je de la musique pop parce que j'étais malheureux ?» demande Rob. Ou bien, Cusack aurait pu rester dans cette situation. Hollywood voulait qu'il y reste. Le gentil garçon, le héros romantique un peu maladroit, l'homme à la radiocassette. C'était un registre tout trouvé commercialement viable qu'il aurait pu exploiter pendant encore 10 ans sans que personne ne s'en plaigne. Mais cela ne l'intéressait pas. Il aspirait à des rôles plus exigeants. En 1990, il apparaît dans Les Arnaqueurs, réalisé par Stephen Frears, un drame policier à la morale complexe où il incarne un petit escroc pris entre sa mère manipulatrice et sa petite amie dangereuse. C'était élu à 1000 lieues de Lloyd Dobler. Il a confié plus tard qu'il se sentait désormais parmi les grands et qu'il était intimidé à l'idée de travailler avec Anjelica Huston et Annette Bening sous la direction d'un réalisateur qui volontairement ne mettait pas les choses à l'aise. Il aimait avoir peur. Pour lui, c'était là que résidait le véritable travail dans l'inconfort. Il enchaîna avec Eight Men Out, où il incarnait Buck Weaver, un joueur des White Sox de Chicago tiraillé entre sa loyauté envers ses coéquipiers et ses propres principes moraux lors du scandale des Black Sox de 1919. Cusack avait grandi en fréquentant le vieux Comiskey Park, l'ancien stade où les Black Sox avaient réellement joué. Il connaissait l'histoire. Il lut tous les lettres de Weaver, les archives, les images d'archives, et s'efforça de saisir non pas un personnage, mais un esprit. C'était plus sobre que tout ce qu'il avait fait auparavant, et d'une sincérité dramatique plus bouleversante. Au milieu des années 1990, il tourna Bullets Over Broadway, un film de Woody Allen, puis en 1997, le film qui prouva que John Cusack n'était pas seulement un acteur, mais un cinéaste à part entière. Grosse Pointe Blanche fut le premier film qu'il produisit lui-même. Il a coécrit le scénario. Il a réuni les acteurs, Alan Arkin, Dan Aykroyd, Minnie Driver, sa sœur Joanne, et a dirigé l'ensemble du processus selon une philosophie qu'il appliquerait à tous ses projets suivants, rédiger le scénario à 70 ou 80%, puis laisser les acteurs le finaliser. Il faut que le scénario soit fertile, disait-il, mais pas complètement achevé. Alan Arkin est arrivé et a dit qu'il voulait réécrire la scène avant le tournage.
Les autres producteurs s'inquiétaient. Cusack leur a dit de ne pas s'en faire. C'est tout à fait Alan Arkin. Tout ce qu'il fait ne peut qu'améliorer le film. Le film a été un succès critique, commercial et artistique. Cusack dans le rôle d'un tueur à gages lors de ses retrouvailles de lycée 10 ans, après violent d'un humour noir et profondément cynique sur le prix à payer pour grandir, fut l'une des plus belles surprises de la décennie. Il avait suivi sa propre voie et cela avait porté ses fruits. La leçon était claire, il pouvait réaliser les films qu'il souhaitait s'il était pas prêt à en posséder l'intégralité des droits. Puis vint 1999. Et le projet le plus étrange de sa carrière, celui qui faillit ne jamais voir le jour. Il s'était rendu dans son agence à Los Angeles et leur avait demandé quel était leur scénario le plus irréalisable, le plus bizarre, le plus voué à l'échec commercial. Celui tout au fond du coffre, celui que personne n'oserait jamais toucher. Ils se regardèrent et dirent « Tiens, voilà dans la peau de John Malkovich ». Il demanda à le voir. Il le lut. Il le qualifia de complètement fou. Il dit qu'il se sentait comme Indiana Jones découvrant un trésor rare dans la jungle. Il leur dit qu'il voulait être le premier à entrer si jamais ce film était réalisé. Dans la peau de John Malkovich, réalisé par Spike Jonze sur un scénario de Charlie Kaufman, était aussi étrange que sa réputation le laissait présager. Un marionnettiste découvre un passage vers l'esprit de l'acteur John Malkovich et propose cette expérience à des inconnus. Cusack incarnait le marionnettiste. Le film était surréaliste existentiel d'une originalité absolue et totalement à part de la production hollywoodienne grand public de 1999. Malgré tout, ce fut un succès. Et cela prouva quelque chose d'important sur John Cusack. Il avait non seulement du goût en matière de projet, mais aussi le cran nécessaire pour poursuivre ceux que tous les autres jugeaient impossibles. Malheureux parce que j'écoute de la pop. C'est la question de toute une génération. Puis l'industrie a changé et n'est plus revenu à son point de départ. Mais avant cela, un dernier film mérite qu'on s'y attarde. En 2000, un Cusack a tourné dans Goody. Serendipity, une comédie romantique plus légère et plus conventionnelle, qui a connu un succès commercial et marqué une évolution artistique. C'était le genre de film dans lequel l'industrie était à l'aise de le faire jouer. Il était bon dans ce rôle. Mais sur le plan créatif, il n'y avait quasiment aucune importance. Ce contraste entre Serendipity et dans la peau de John Malkovich entre les attentes de l'industrie et ses propres capacités illustre parfaitement le problème auquel John Cusack allait être confronté. À la fin des années 1990, il avait prouvé avec 3 films consécutifs qu'il pouvait réaliser l'œuvre la plus étrange et la plus personnelle de sa carrière et la mener au succès. L'industrie a réagi en lui proposant des rôles principaux plus conventionnels dans des films qui ne s'intéressaient pas à ce qui le rendait unique. Le drame pour adultes à budget moyen, le genre de film qui avait soutenu la carrière de Cusack tout au long des années 1990, amorça son lent déclin. Les studios privilégiaient les franchises, le succès international et les projets avec des suites assurées. Les acteurs intelligents, originaux et peu enclins à jouer un jeu auquel ils ne croyaient pas étaient discrètement relégués au second plan. Cusack le constatait. Il s'imaginait qu'on lui proposerait des versions plus ambitieuses et plus stupides du même rôle, ou qu'on le pousserait vers des films d'action à grand spectacle qu'il utiliserait comme une présence rassurante, sans exiger quoi que ce soit de son talent. Il est apparu dans Con Air en 2012, dans des films qui savaient exploiter son visage et son histoire, sans exiger le rôle précis auquel ils étaient associés. Il a également réalisé de belles performances, même pendant les années où l'industrie faisait comme s'il n'existait pas. Love and Mercy en 2015, où il incarnait un Brian Wilson plus âgé, le génie des Beach Boys, aux prises avec la maladie mentale et un manager autoritaire,
fut l'une des plus belles de sa carrière. Brian Wilson lui avait donné accès à lui, l'avait laissé poser des questions et passer du temps avec lui et sa femme Melinda. Il avait permis à Cusack d'essayer de comprendre ce que cela signifiait réellement de sombrer dans une période sombre, au sommet de sa créativité, de disparaître pendant 15 ans, puis d'en revenir. Cusack a décrit ce qu'il a trouvé être la personne la plus vulnérable et la plus sensible qu'on puisse rencontrer, presque comme un cœur sur deux jambes, mais aussi très dur, vraiment déterminé. Une étrange combinaison, dit-il, comme l'eau et l'acier. Quand Wilson vit le film terminé, il se dit satisfait. Cela rendit Cusack sincèrement heureux, affirma-t-il. Et c'était l'essentiel. Ce qui ne suivit pas, ce furent les récompenses. Le film reçut d'excellentes critiques. Les critiques sont encensé la performance de Cusack, la plaçant sans aucun doute parmi les nominés aux Oscars. Pourtant, aucune nomination n'est venue. Le film a engrangé 12 millions de dollars aux États-Unis dans un contexte commercial où les récits intimistes et sincères sur le vieillissement, du génie et la souffrance personnelle étaient rares. Personne ne l'a récompensé. Il l'a fait malgré tout. En juin 2003, son père décède. Dick Cusack meurt d'un cancer du pancréas à Evanston à l'âge de 77 ans. Sa sœur Anne déclare quelques jours plus tard « Il nous encourageait à poursuivre nos passions, nos rêves, à faire ce que nous voulions. » John Cusack avait 36 ans à la mort de son père. Il était au sommet de sa gloire et assistait à un changement radical de l'industrie dont dépendait ce succès, s'éloignant ainsi des valeurs que son père lui avait inculquées. La mort ne l'a pas anéanti, mais elle a éclairé une vérité qui se dessinait peut-être déjà depuis des années. Il n'a jamais beaucoup parlé de son père en interview. Il garde son deuil secret, comme le sont souvent les deuils les plus profonds. Mais la trajectoire de sa carrière après 2003 est limpide pour qui sait l'analyser. La propension croissante à dire publiquement ce qu'il pensait, sans se soucier de l'impact de ses propos, le désintérêt croissant pour le maintien d'une image commercialement acceptable. Le retour à Chicago, loin des machines, vers les rues, les disquaires et les stades qui lui avaient fourni la matière première de tout ce qu'il avait créé de valable. John Cusack a consacré le reste de sa carrière à faire exactement cela, sans se soucier des récompenses. Il s'est engagé davantage en politique, ce qui, de son propre aveu, a nui à sa carrière. Il a cofondé la Freedom of the Press Foundation en 2012, après la fermeture de Wikileaks par les plateformes de paiement. Il s'est rendu à Moscou avec Arundhati Roy et Daniel Ellsberg pour rencontrer Edward Snowden. Il écrivait pour le Huffington Post. Il a participé à des manifestations, notamment contre la guerre en Irak et au mouvement Black Lives Matter. Lors des manifestations pour George Floyd à Chicago en 2020, il a été agressé par la police alors qu'il filmait un rassemblement. Il a publié la vidéo de l'incident. Il ne s'est pas excusé. Il a déclaré publiquement que si l'on ne voyait pas que ce qu'il filmait était du fascisme, alors il n'avait plus rien à se dire. Il le pensait vraiment. Il a traité Hollywood de bordel et a dit que les gens y perdaient la raison. Il a affirmé que cette culture broyait les jeunes acteurs et les recrachait, et qu'il était difficile de survivre sans trouver refuge. Il a quitté Malibu. Il est retourné à Chicago dans un gratte-ciel de la ville, où il avait grandi, d'où il pouvait se rendre à pied, dans les endroits qui lui avaient toujours semblé naturels, et vivre enfin, après des décennies passées dans ce milieu impitoyable, une vie qui ressemblait à la vie ordinaire. En 2009, le magazine Elle lui a posé une question. En 5 mots ou moins, pourquoi n'êtes-vous pas marié? Il a répondu en 7 mots. La société ne me dicte pas ma conduite. Ce n'était pas une réponse anodine. Ce n'était pas une esquive. C'était que l'homme qui avait grandi dans une famille où Dick Cusack avait quitté le monde de la publicité à 45 ans car il y avait des enjeux plus importants. Il confiait à un magazine quelles avaient toujours été ses priorités.
ni ce que la société approuvait, ni ce que l'industrie attendait de lui. Son choix, son refus de voir sa vie dictée par les attentes d'autrui. En 2025, John Cusack annonçait la parution d'un roman graphique intitulé « Momo, un road trip aux enjeux cosmiques », comme il le décrivait, réalisé en collaboration avec Mad Cave Studios. Il avait 60 ans, il avait joué dans plus de 80 films. Il avait produit et coécrit certaines des comédies les plus originales et les plus appréciées des années 1990. Il avait été passé à tabac par la police lors du tournage d'une manifestation dans sa ville natale. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant et n'avait jamais cultivé cette image publique soigneusement orchestrée que l'industrie utilise pour rendre les acteurs plus faciles à gérer et plus attractifs pour les clients. Lloyd Dobler, le personnage qui l'a rendu célèbre, n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire de sa vie, si ce n'est qu'il ne voulait ni vendre, ni acheter, ni même faire carrière. 35 ans plus tard, John Cusack semble toujours suivre le même principe. Il crée ce qu'il a envie de créer. Il dit ce qu'il a envie de dire, et il le fait à Chicago, où son père repose au cimetière de Graceland, où se dressait autrefois le Comiskey Park, et où se trouvait un magasin de disques qu'il connaissait comme sa poche, puisqu'il était Rob Gordon avant même de l'incarner. Les livres, les disques, les films, tout ça compte. Traitez-moi de superficiel, c'est de la vérité. Il l'a dit en incarnant un personnage, mais il le pensait vraiment. Il l'a toujours fait. Si cette histoire vous a touché, si Lloyd Dobler, Rob Gordon ou Martin Blanc vous ont un jour fait écho, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires. Voici la question qui mérite réflexion aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que vous avez aimé? Quelque chose que le monde vous a jugé indigne d'être aimé, à nouveau, et que vous avez continué d'aimer, malgré tout? Racontez-nous. À bientôt